Et ben écoutez, enchanté à tous. Je trouve que c'est quand même moins sympa en visio qu'en vrai, mais c'est quand même très chouette. Je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. Euh, le plus simple peut-être, c'est si vous voulez me poser des questions, parce qu'on peut malheureusement, je pense faire un tour de table, ça va prendre un peu trop de temps. C'est bien dommage, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de se rencontrer à School Lab lorsqu'on pourra un peu revenir dans les locaux. Et ce que je peux vous proposer, si ça vous va, pour faciliter l'échange, c'est du coup de couper vos micros, comme ça il n'y a pas trop de bruit qui parasite et vous m'entendez le mieux possible, et de poser vos questions dans le chat. L'idée est que je puisse un peu au fur et à mesure faire des points d'étape sur les questions et si je peux les inclure au mieux dans la présentation, c'est toujours plus souhaitable. Je pense que voir si ça vous va. Ok. L'idée de faire ça entre 30 et 40 minutes. L'idée, c'est de pas non plus être trop long. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des passages qui sont trop longs, s'il y a des passages qui sont trop rapides, s'il y a des sujets qui vous intéressent moins que d'autres, si vous voulez avoir des focus sur d'autres sujets, avec grand plaisir pour adapter ça au fur et à mesure. Et puis voilà. Du coup, bah alors enchanté à tous. Moi, c'est Quentin. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Oui, si personne. Ouais, on t'entend très bien. Ok, top. Super cool. Hop, je remets mon truc. Ok. Du coup, enchanté à tous. Là, déjà, j'ai fait une erreur. Quand on envoie une presse commerciale, on n'oublie jamais de mettre la bonne date. Ça, c'est 2019. Je vous prie de m'excuser. Du coup, moi, c'est Quentin Caluillet. J'ai rejoint Schoolab il y a un peu plus de 4 ans maintenant, quand on était au tout début de l'aventure. Et moi, chez Schoolab, quand je suis arrivé, on était à la saison 2 de Starter. Donc, j'ai eu l'occasion de voir passer beaucoup d'entrepreneurs et c'est toujours assez chouette de voir cette richesse et cette envie collective de monter des projets et d'avoir un impact positif le plus possible sur notre société. Et je pense que vous êtes dans une situation qui n'est pas la plus simple possible avec tout ce qui se passe, mais je suis sûr que l'accompagnement concocté par Joséphine et toutes les équipes sont hyper riches et super en lien avec l'actualité et les évolutions qu'on va connaître. Pendant 2 ans, je me suis occupé de la partie administrative et financière de School Lab, de 6 à 15 salariés environ. C'était pas un sujet qui me plaisait plus, mais j'ai énormément appris. Et je pense que vous le verrez, savoir gérer d'un point de vue des chiffres une boîte, c'est quand même un des éléments clés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui le payent assez cher et même des très grosses boîtes, quand on voit notamment toutes les boîtes comme Alinea et But qui ont du mal à survivre. Après cette période-là, j'ai travaillé donc toujours chez Schoolab, mais pour développer en fait l'activité commerciale sur le côté corporate. Donc, je ne sais pas si vous avez une très bonne vue de Schoolab sur la partie corporate, mais c'est faire des missions de conseil pour des grandes entreprises avec un focus sur le projet et sur la formation. Donc, je me suis occupé de développer cette activité-là sur le secteur du luxe et j'ai appris énormément de choses dans la démarche commerciale et quels étaient tous les filons, les bonnes pratiques. Et l'objet de cette présentation et de ce temps ensemble, c'est pas une formation, mais c'est plutôt de vous partager un petit peu les apprentissages, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont assez théoriques et assez génériques. En revanche, c'est un peu à chacun d'adopter au fur et à mesure en fait sa démarche commerciale et comment lui il a envie d'incarner son projet dans un temps de vente. Et puis depuis septembre dernier, j'ai rechangé un petit peu d'activité, mais toujours chez Schoolab. Je m'occupe en fait de l'activité qu'on nous appelle design d'atelier. Donc, c'est construire des formats sur mesure pour atteindre collectivement un objectif le plus rapidement possible. Donc, soit par des cycles d'ateliers pour des grands groupes, des learning expéditions ou des hackathons. Mais là, c'est plutôt avec mon ancienne casquette que je suis là avec vous aujourd'hui. Du coup, l'idée de cette présentation, c'est vraiment de vous partager des apprentissages et comment on a appris au School Lab plus globalement, parce que quand j'ai commencé l'activité au School Lab, on était 3 sales. Aujourd'hui, c'est une équipe de 10 sales. Donc, en fait, on a appris beaucoup et il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et c'est vraiment hyper riche, en fait, de pouvoir partager ces apprentissages. Et on a beaucoup aussi appris d'autres entrepreneurs qui venaient nous partager leurs apprentissages. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu compilé tout ça. 3 étapes qu'on identifie aujourd'hui, qu'on a identifié comme clés dans le process de vente, sur de la vente bien sûr B2B, avec vraiment un focus sur le rendez-vous client
qui est aujourd'hui quelque chose de très négligé et on s'est rendu compte que c'était vraiment un des piliers pour réussir sa vente. Et aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent en rendez-vous peu préparés. Moi, le premier au début, j'étais vraiment pas préparé à un rendez-vous. On se rend compte que on passe vite pour un touriste, même si on connaît son produit sur le bout des doigts ou son service sur le bout des doigts. Il y a des éléments quand même clés à connaître, notamment sur votre interlocuteur. Et donc, on fera ce focus dans le deuxième temps. Et puis après, 3, c'est plutôt le rôle de la compte manager et d'un peu de travail sur la posture. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je pense que c'est clair. Du coup, les grandes étapes du process de vente, je pense qu'un des éléments clés dans l'acquisition et dans la vente, notamment en B2B, c'est à la fois la rigueur et la régularité. C'est-à-dire vraiment, quand on met en place une stratégie, on la tient jusqu'au bout. Et de ces 4 grandes étapes que vous voyez, l'acquisition, le rendez-vous, le closing et l'élevage, ce sont vraiment 4 étapes clés qui sont vraiment distinctes et dans lesquelles la posture est vraiment différente. Aujourd'hui, dans les grosses boîtes de sales, type par exemple Salesforce, toutes ces étapes-là sont découpées. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont uniquement en charge de l'acquisition, il y a des gens qui sont en charge du rendez-vous, du closing, et il y a des gens qui sont en charge de l'élevage. Donc, c'est vraiment des fonctions très séparées, ce qui nous amène à vraiment dire que c'est vraiment une posture totalement différente. Typiquement, dans les boîtes vraiment structurées sur la partie sales, l'acquisition, c'est fait par des BDR et des SDR. Ceux qui vont faire de l'acquisition, les BDR par de la prospection. Les SDR, ça vient de l'inbound et du marketing. Rendez-vous et closing, c'est organisé par l'account manager. Et après, le success manager, lui, travaille sur l'élevage. Donc, c'est vraiment bien séquencé, ce qui nous montre vraiment l'importance des différentes postures. Quand dans l'acquisition, la posture qu'on va aller chercher, c'est vraiment d'être à la fois générique pour pas trop perdre de temps et à la fois assez personnalisé pour montrer un intérêt particulier. C'est vraiment ce côté. Et ça, c'est vraiment la rigueur qui va faire que vous allez avoir à décrocher des rendez-vous. Sur le rendez-vous, là, c'est vraiment, c'est vous représenter votre projet. Donc, et de toute manière, on fera un focus dessus, mais c'est vraiment une posture où il faut être à la fois très humble, clair et sûr de soi. C'est vraiment important. Dans la phase de closing, la posture que votre client va plutôt aller chercher, c'est vraiment quelqu'un qui va être rassurant. Et c'est un peu différent du rendez-vous parce qu'il va vraiment à la fois rassurant et à la fois de conseiller. Et la posture plutôt dans la phase d'élevage, quand vous avez fini une mission, vous avez fini la vente avec ce client-là, avec ce prospect-là, c'est d'être plutôt dans une posture de partenaire de confiance et d'être vraiment en soutien et de lui apporter du contenu et être vraiment une force de proposition sur d'autres sujets et pas uniquement sur ce que vous vendez. Du coup, si on fait un petit focus sur l'acquisition, aujourd'hui, il existe plein d'outils qui permettent de faire de l'acquisition avec plein de canaux et évidemment, d'adopter une stratégie omnicanale, ça augmente les chances d'acquisition et c'est hyper important de se diversifier sur ces différents outils-là, mais encore une fois, pour chaque outil, d'avoir une stratégie hyper claire. Ce que je vous propose, c'est d'en passer rapidement certains et de faire un focus plutôt sur la partie emailing, appel d'offres et apporteur d'affaires. Sur LinkedIn, aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous, c'est un outil incontournable. Il y a plein d'outils d'automatisation qui permettent d'add des profils de façon récurrente, notamment avec Phantom Buster et autres. Ça, c'est vraiment que c'est un outil clé. Et ce qui est important sur la partie LinkedIn, c'est vraiment le nombre d'abonnés. Les études de LinkedIn disent le nombre pivot sur LinkedIn pour avoir une force de frappe optimale, c'est 1500 connexions. Et 1500 connexions qualifiées. Donc, c'est hyper important sur LinkedIn d'avoir des relations qualifiées et d'être actif. Notamment, je pense que vous voyez tous le degré d'expertise en fait en dessous du profil qui est mis en place. Il est vraiment bien fait. Et lorsque vous êtes identifié comme expert, vous avez beaucoup plus de chances qu'on puisse vous trouver au travers de cet outil-là, qui est vraiment incroyable. Mais c'est aussi un outil au fait où il y a énormément de monde et où vous allez avoir beaucoup de sollicitations. Vos clients vont avoir beaucoup de sollicitations. Donc, c'est là où il faut être
avoir une stratégie un petit peu différenciée entre de la masse sur des profils assez génériques, mais qui vous intéressent quand même, et sur des profils plutôt qu'on appelle les gros poissons, là, plutôt d'avoir une stratégie ciblée. Un exemple qui me vient en tête, c'est quand je faisais du sales sur le secteur du luxe. J'essayais de rentrer en contact avec Kering, la deuxième plus grosse boîte dans le luxe. Et j'essayais de rentrer en contact avec le CDO. J'y arrivais pas du tout parce que j'avais une stratégie pas hyper précise pour l'attaquer lui. Et le jour où j'ai lu un article sur le fait que Kering décidait de réinternaliser son e-commerce, j'en ai profité en lisant cet article pour lui pousser un message en lui disant « J'ai vu que vous décidiez d'internaliser votre e-commerce, c'est une super opportunité. Schoolab propose en fait d'accompagner des projets d'innovation sur certaines problématiques, notamment celle du e-commerce. Si vous souhaitez qu'on en discute, n'hésitez pas à me rappeler. » Et typiquement, c'est la première fois qu'il m'a répondu avec une réponse très claire qui était « C'est une super idée. Aujourd'hui, première étape, c'est vraiment de réussir de réintégrer en fait la stratégie, le e-commerce chez nous et je vous recontacterai dans un second temps. » Donc, avec une stratégie plus ciblée, ça marche hyper bien. L'opportunité entendue, là, c'est tout rôle d'entrepreneur, c'est vraiment de parler de son projet de façon très large. Et là, c'est plutôt de susciter l'intérêt de façon très rapide. Mais là, c'est plutôt un truc que vous faites au quotidien. Les appels d'offres, c'est des choses qui sont hyper importantes, mais qui sont à la fois très chronophages et dont le nombre de chances de réussite est assez faible. Ça prend beaucoup de temps de répondre à des appels d'offres parce qu'il y a beaucoup de contraintes et donc il y a beaucoup de critères auxquels on doit répondre. Donc très chronophage et au début, c'est pas gagné. Dans beaucoup d'appels d'offres, ce sont des appels d'offres qui sont rédigés déjà pour des prestataires. Alors, c'est pas dit comme ça aujourd'hui, mais généralement, quand un appel d'offres sort et qu'on l'apprend uniquement au travers de la plateforme qui recense les appels d'offres des sociétés ou de l'État, c'est que c'est déjà trop tard. En revanche, il faut quand même en faire parce que ça permet de se faire connaître. Ça permet vraiment, même si on ne gagne pas la première fois et qu'on a fait une réponse très qualitative, dans la tête de notre interlocuteur, de se dire « Ah, eux, ils sont intéressants, j'ai envie de les recontacter. » Donc, c'est vraiment quelque chose de clé. Et nous, on le faisait beaucoup, notamment pour le ministère des Armées à une époque. Donc, on répondait à des appels d'offres qu'on ne gagnait jamais. Et un jour, c'est le ministère de la Transition écologique qui est venu nous voir pour nous parler de ce sujet qui était les hackathons. Et du coup, on leur a demandé comment ils nous ont connus. Et ben en fait, c'est grâce à ces appels d'offres-là. Donc, vraiment être attentif sur le nombre qu'on fait, de ne pas miser uniquement sur les appels d'offres. En revanche, d'en faire quelques-uns parce que ça permet vraiment de se faire connaître au fur et à mesure. Et c'est toujours intéressant de rentrer en fait dans la tête de ces personnes-là. Site internet et blog. Donc ça, c'est par les mots-clés et les idées. Donc là, je pense que vous aurez plutôt un focus avec l'inbound marketing et notamment toute la stratégie SEO, qui est un des éléments clés. Pour vous dire, Schoolab, on n'était pas beaucoup sur ces stratégies-là jusqu'à l'année dernière. Et on s'y est mis petit à petit et on se rend compte que ça a vraiment un intérêt assez fort et ça permet de générer des leads. Mais là, c'est plutôt un travail de fond, c'est moins un travail proactif et au quotidien. Le réseau d'apporteurs d'affaires, c'est un super moyen parce que la personne va vraiment être un peu le tiers de confiance. C'est super intéressant de travailler avec ce réseau-là. En revanche, il faut faire attention. Il ne faut pas avoir une volonté de monter un réseau d'apporteurs d'affaires pour monter un réseau d'apporteurs d'affaires. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Et n'oubliez pas que c'est que la personne qui est identifiée comme apporteur d'affaires pour vous, elle représente votre entreprise. Elle représente votre projet. Donc, il faut vraiment qu'elle soit à l'image parce que sinon, ça peut brouiller les pistes et vous, ça peut vous mettre dans des situations plutôt délicates. Donc, laissez plutôt les choses se faire. Nous, c'est comme ça qu'on a fait pour être sûr que les personnes qui proposent les solutions de le Schoolab ou le service de Schoolab, par exemple, soient vraiment à notre image et partagent à la fois une vision assez similaire et des valeurs communes, puisque c'est elle qui est en frontal dans un premier temps. Et donc, ça va vraiment se construire au fur et à mesure. Un élément clé, le sixième, qui est l'emailing sous forme de newsletter. C'est un élément qui est clé. Nous, on l'a mis en place il y a quelques temps. En revanche, ce qu'on a appris, c'est que l'emailing, pour faire de l'emailing, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, et je pense que vous le voyez tous, on est sursollicité, d'autant plus dans la situation actuelle
où il y a énormément de personnes qui envoient du contenu, des newsletters. Tout le monde faut faire du business en ce moment. L'économie, elle est à plat. Enfin, vraiment compliqué. Les seuls qui marchent, ce sont vraiment les newsletters qui apportent un contenu qualitatif qui permet d'éclairer en fait et de nourrir la réflexion de la personne qui va recevoir votre email. Et ça, c'est important. Parce que l'emailing, il a vraiment deux vocations. Il a une première vocation, c'est rester en contact avec des gens et du coup, et rentrer en contact avec des gens. Mais pour rentrer en contact avec des gens, si vous vous positionnez uniquement pour de la vente, vous allez être vu comme quelqu'un, comme un shark. Alors, c'est bien d'être un shark dans notamment sur LinkedIn et autres, et il en faut et on comprend tous. En revanche, si vous avez aussi la posture de donner du contenu intéressant en lien avec votre activité ou en lien avec l'activité de votre prospect, là, vous allez avoir une position totalement différente et vous allez aller susciter son intérêt très rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est à faire, mais à faire de façon très qualitative. Typiquement, le DG de Comet, il a récemment mis en place une newsletter payante. Donc, vous vous rendez compte aujourd'hui, comme tellement le contenu est qualitatif, les gens sont prêts à payer pour recevoir sa newsletter. Donc, ça montre vraiment l'intérêt au fur et à mesure de proposer un contenu hyper qualitatif et hyper ciblé. Si on fait un petit focus sur LinkedIn, donc ça, c'est un arbre de décision du canal d'acquisition qu'on avait fait chez Schoolab il y a à peu près 1 an maintenant. Et au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'avait pas vraiment de choix. On automatisait l'ajout de contacts. On ne les suivait pas forcément. On n'avait pas un chemin de décision. On n'avait pas en fait une stratégie claire et je dirais même militaire et millimétrée pour suivre quelqu'un du point A au point B. Et ça, on s'est rendu compte qu'à faire ça, en fait, on s'éparpillait dans tous les sens et on était surtout incapable de mesurer la qualité, la pertinence de notre stratégie. Et du coup, l'itération, elle était quasi impossible puisqu'on n'était pas capable de voir quels étaient les points bloquants, les points de friction et les points positifs. Donc, vraiment important de vous faire en fait un arbre comme ça de décision qui permet de vous y référer et du coup de suivre de façon générique les mêmes étapes pour les mêmes prospects en fonction du chemin qu'ils prennent et surtout, au bout de 15 jours, 3 semaines, de faire un état des lieux sur votre stratégie et de savoir si elle marche ou elle ne marche pas et si elle ne marche pas, pourquoi? Quels sont les points de friction? Quels sont les points de tension? C'est vraiment un des éléments clés. S'y tenir, je pense que c'est un des éléments clés. Et encore une fois, de bien différencier, est-ce que vous faites de l'acquisition en masse sur certains types de profils qui sont pour vous des profils assez génériques, des personas que vous avez identifiés comme génériques et qui vous sont importants pour vous. En revanche, donc avec des mails, avec un message par exemple dans l'ajout LinkedIn qui est très générique et très focus soit un expertise métier, soit un secteur d'activité, soit au travers du profil des personnes. Par exemple, si vous ajoutez les gens de votre réseau d'école, tous les profils que vous ajoutez, de bien référencer par mimétisme en fait que vous avez fait la même école. Parce qu'il faut vraiment pousser la personne à ouvrir le message et ne pas uniquement vous ajouter. Et après, du coup, de suivre tous les ajouts. En revanche, sur les profils qui sont plutôt les gros poissons, d'adopter une stratégie plutôt ciblée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc ce que j'avais fait avec Kering, vous avez lu un article dans la presse par rapport à votre secteur d'activité, c'est un élément clé. N'hésitez pas à capitaliser dessus. N'hésitez pas à le mettre en relief avec votre projet en lui envoyant un message. C'est vraiment des choses qui vont permettre à la personne d'être amenée beaucoup plus rapidement à vous répondre et de susciter l'intérêt. Un des leviers clés aussi qu'on a identifié, c'est de demander des conseils, de positionner la personne que vous ajoutez comme un expert parce qu'on aime tous être positionné comme un expert. Si quelqu'un vous demande un conseil, vous allez naturellement plus avoir envie de lui répondre que si quelqu'un vous demande un rendez-vous pour qu'il puisse vous vendre quelque chose. Donc, d'adopter dans un premier temps aussi cette posture de demander des conseils, aller chercher de l'itération, aller chercher des bonnes pratiques, c'est un des éléments clés qui peut à la fois vous permettre de vous faire connaître, mais aussi de susciter l'intérêt. Et du coup, s'il se positionne un peu comme votre mentor ou dans l'entreprise un peu comme un ambassadeur, pour vous,
c'est quelque chose, c'est un pas qui est énorme parce que ça va être une des personnes sur qui vous allez pouvoir compter dans vos étapes futures. Donc vraiment, je pense un des éléments clés. Donc voilà, même si les personnes vous disent la personne vous répond qu'elle n'est pas intéressée, par exemple, c'est très important de la remercier pour le message. N'oublions pas que si elle est une personne qui n'est pas intéressée à un instant T, c'est pas définitif. Elle peut l'être dans un instant T plus 1. Et donc, à vous vraiment de lui proposer, par exemple, de la mettre en place dans votre newsletter, de l'inviter à des événements, vraiment dans cette posture de l'accompagner et de lui proposer des solutions. Alors, il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps, parce que c'est toujours le risque, mais vous pouvez avoir une stratégie de masse pour pousser des invitations et ce genre de choses. Mais du coup, en se rappelant bien, LinkedIn, un des éléments clés, c'est le nombre de 1500, ce qui vous permet d'avoir beaucoup de relations et de capitaliser vraiment sur les relations. Je ne l'ai pas précisé, pardon. N'hésitez pas à demander des mises en relation quand l'outil est très bien fait pour demander des mises en relation. Et du coup, c'est vraiment hyper riche parce qu'encore une fois, c'est un tiers de confiance. Donc, la personne qui vous met en relation va jouer le rôle de tiers de confiance et vous allez potentiellement avoir 90% de chances d'obtenir un rendez-vous. Le rendez-vous client, donc ça c'est, je pense, donc la deuxième étape. Généralement, moi au début, quand je faisais de la vente, j'avais mon premier rendez-vous et là j'étais hyper content. Je me disais c'est super, j'ai mon premier rendez-vous, allez j'y vais. Et beaucoup de fois, j'ai fait l'erreur d'y aller sans se préparer. Et en fait, je pense que c'est un des plus gros échecs aujourd'hui de ne pas se préparer d'aller à un rendez-vous parce qu'on pense qu'on connaît super bien son produit. Et ça, c'est évident qu'on connaît super bien son produit ou son service, qu'on incarne la boîte, qu'on est le CEO, le CTO, le CDO, peu importe. Mais de préparer son rendez-vous, c'est surtout pour être hyper précis, incollable sur à la fois votre interlocuteur, qui il est, quel est son environnement. Typiquement, d'aller regarder sur LinkedIn quelle école il a fait. Moi, j'avais fait un cas, j'étais en rendez-vous chez Shiseido, une boîte qui fait des cosmétiques et des parfums. Je savais que mon interlocutrice, elle avait fait Assas comme moi. Et bah, tout de suite dans ma présentation, j'ai identifié que j'avais fait Assas. Ce qui permet en fait, on est tous humains et on a tous besoin d'avoir des repères. L'école reste aujourd'hui un repère clé. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être une association, ça peut être une association, ça peut être une action citoyenne que vous avez fait en commun, ça peut être un centre d'intérêt, ça peut être tout ce que vous pouvez avoir sur votre interlocuteur et qui vous permet de vous rapprocher de lui de façon indirecte, c'est quelque chose qui est clé et qui va vraiment le positionner de façon assez différente. Et vous allez vraiment passer dans un environnement différent. Et c'est toujours ce qu'on dit, c'est quand on est à 1 mètre de quelqu'un, on n'est pas dans sa zone de confort. Quand on est à les distances d'un bras, on rentre dans sa zone de confort. Et du coup, ça change tout de suite le positionnement. Une des deux… Et ça revient avec le bien comprendre pourquoi il vous reçoit, qu'est-ce qu'il attend de vous en fait. Donc, comprendre finement. Et vous n'allez pas pouvoir tout comprendre pendant que vous allez préparer le rendez-vous. En revanche, tout au long du rendez-vous, essayez d'affiner. C'est vraiment un jeu d'interaction, un jeu de ping-pong et c'est vraiment une vraie stratégie que vous allez devoir manier au fur et à mesure. Ce qui permet de faire rapidement la transition sur le point 2, c'est savez parfaitement où vous voulez l'amener. Donc ça, c'est hyper important. Et évidemment, cette stratégie, votre stratégie du rendez-vous, elle va évoluer tout au long du rendez-vous. Et c'est normal. En revanche, si vous avez vraiment cette stratégie en tête, savoir où est-ce que vous voulez l'amener, sur quoi vous voulez le faire parler et sur quoi vous voulez le faire atterrir, en sachant qu'à chaque fois, quelles sont les accroches et comment vous allez rebondir, c'est un des éléments clés. Ça permet vraiment à la fin du rendez-vous d'atterrir sur quelque chose et d'être sur quelque chose de tangible à la fin et pas plutôt des choses très génériques. On s'est bien entendu, on a envie de faire plein de choses ensemble, mais on ne sait pas ce qu'on fait ensemble demain. Donc, vraiment important de mettre en place votre stratégie, de dire d'où on part, où on arrive. Troisième point clé dans le rendez-vous, c'est vraiment cette posture que vous devez adopter. Posez des questions ouvertes. Soyez curieux. N'ayez pas peur de poser des questions bêtes
Parce que si vous posez pas de questions, par exemple, et que en fait, il vous manque une réponse, bah, vous allez être obligé de devoir lui envoyer un mail pour lui demander la réponse. Et du coup, c'est un point bloquant de plus. Alors que si vous avez toutes les questions, c'est le principal. Évitez d'être négatif, d'être le plus positif possible. Et c'est pas gênant. Si vous savez pas faire, vous savez pas faire. Et il y a plein de choses que votre produit ou votre service ne fera pas par rapport à son besoin. En revanche, si vous dites que vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir arriver à le faire dans quelques temps, soit vous dites que vous êtes capable de le faire. Et après, c'est un peu c'est vendre avant de savoir faire, mais on le fait tous. Ou sinon, de dire que c'est pas vraiment votre scope d'activité et c'est pas gênant. Voilà, c'est pas gênant et ne vraiment pas avoir peur de poser énormément de questions parce que les gens curieux vont vraiment être vont vraiment arriver à capter beaucoup plus l'attention que quelqu'un qui est assez passif et qui soit déroule son monologue, soit écoute la personne parler et il y a rien qui se crée en fait pendant le rendez-vous. Donc c'est vraiment de l'intelligence émotionnelle, de la travailler au maximum, ce qui permet aussi de creuser un maximum le besoin et d'être vraiment fin dans votre compréhension. Et le dernier point, ce que je disais au début, c'est pourquoi vous et pas un autre, quelle vision, ne pas hésiter à poser la question, qu'est-ce qui vous a plu dans notre projet, dans notre démarche, pourquoi vous nous recevez. Vraiment important de comprendre ça parce que c'est aussi un super moyen de comprendre votre marché, de comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de votre produit pour pouvoir l'améliorer. Donc voilà, être honnête, être humble et ne vraiment pas hésiter à avoir cette posture-là tout du long rendez-vous. Ça sert à rien d'être hyper pédant, je sais tout sur tout. De toute manière, peu importe le profil psychologique qu'on verra après de la personne, ça va pas lui plaire. Quelqu'un qui arrive et qui vous dit « je connais tout sur tout, voilà, c'est ça qu'il te faut », par définition, j'ai pas tellement envie de lui faire confiance. Donc vraiment travailler sur cette posture. Et après, voilà, chacun a ses personnalités et chacun peut l'adopter, peut en fait se mettre un peu en mode caméléon, mais vraiment important d'être un caméléon et de se mettre au niveau de l'image de la personne. Et la phrase qui résume bien ça, c'est au début, c'est pas un produit ou un service que vous vendez, c'est vous-même. Donc vraiment, après avec des questions basiques, hein, être propre sur soi, ne pas arriver à l'heure, ne pas arriver en transpiration, enfin tous ces éléments-là qui vous permettent d'arriver en confiance. Parce que c'est jamais stressant, c'est toujours un peu stressant d'arriver à un premier rendez-vous comme ça, surtout quand on ne connaît pas la personne. Et enfin, une des étapes qui est le closing. Donc, du prospect, vous avez fait le rendez-vous, vous avez fait le mail de follow-up, il vous dit qu'il est intéressé, super. Vous êtes au moment où il va falloir closer le deal. Donc, la personne passe de prospect à client. Cette étape, elle est toujours un peu particulière et un des éléments clés, c'est d'être vraiment hyper rigoureux dans les différentes étapes du closing qui permet de vous assurer au fur et à mesure que la personne, par exemple, va bien signer un devis ou vous émettre un bon de commande avant de commencer, avant que vous vendiez quelque chose ou avant de commencer. Même par prétexte que vous êtes une jeune boîte, il va vous dire oui, mais bon, c'est compliqué chez nous. Assurez-vous de ça. C'est hyper important parce qu'on ne sait jamais, du jour au lendemain, l'ordre d'achat, elle peut avoir disparu et il ne pourra rien faire. Et donc, vous allez avoir fourni votre produit ou votre service à quelqu'un qui va être incapable de vous payer. Donc, c'est vraiment, et ça arrive assez souvent. Exemple, moi, j'avais gagné un deal avec une grosse boîte dans le luxe qui m'a dit oui, ça y est, on fait la mission. C'était un cycle d'atelier. Parfait. Donc, j'ai un mail de confirmation. En revanche, on n'a jamais trouvé une date qui permettait de faire la mission. Entre-temps, lui, il est parti. Et donc, moi, si j'avais commencé à donner des dates de l'atelier, j'aurais potentiellement fait l'atelier sans que la personne était capable de me payer. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Et donc, il faut vraiment d'être hyper rigoureux. C'est pas parce que vous êtes une petite boîte que vous ne devez pas demander des garanties contractuelles pour enclencher la mission. Et une confirmation orale, c'est pas une confirmation. Quelqu'un qui vous dit go au téléphone, malheureusement, ça n'a aucune, ça n'est en rien une preuve juridique. Ça permet pas en fait de réclamer votre dû à la fin. Et donc, ce qu'on disait au début, c'est qu'on était sur une posture. Là, on change un petit peu de posture. C'est vraiment plutôt une posture d'accompagnement et de conseil auprès de la personne.
et ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un adage, mais c'est quelque chose qui est vraiment clé et qui permet vraiment de s'éviter de problèmes et à la fois aussi de se fâcher, par exemple, avec le client. Voilà, je pense que voilà, la culture de l'écrit, c'est un des éléments clés, notamment pour ancrer ça et que tout le monde partage en fait les mêmes, les mêmes accords entre le prestataire et le client. Et enfin, la quatrième étape, qui est l'étape d'élevage ou de scale-up, c'est hyper important parce que trouver des clients, c'en est une, les garder, c'en est une autre, et au milieu, il y a réaliser la mission. Donc, c'est vraiment important de jamais oublier de garder contact avec le client. C'est pas parce qu'il a acheté une fois, excusez-moi, votre produit ou votre service qu'il va le racheter. Si le contact et si vous n'êtes pas quelqu'un qui a avec une approche régulière, en poussant du contenu, en invitant à déjeuner, en mettant dans des écosystèmes, la personne, au fur et à mesure, bah, évidemment, elle va changer, elle va se faire contacter par d'autres personnes. Et du coup, bah, vous, la personne que vous avez fait plus dur. En revanche, vous l'avez perdue. Et du coup, il va falloir la reconquérir. Et donc, c'est très compliqué, surtout dans un état aujourd'hui où il y a quand même une sursollicitation de beaucoup de personnes. Et comme on dit, un client heureux, c'est quelqu'un qui devient votre ambassadeur et qui va avoir envie de vous aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez clé. Nous, on le voit aujourd'hui dans Schoolab, mais même quand on recrute, quand il y a la sélection des startups, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bouche à oreille parce que une startup qui est contente en fait de l'accompagnement de Schoolab, ça va être la meilleure ambassadrice et du coup, ça va nous permettre derrière d'en retrouver au fur et à mesure, à la fois sur les startups, à la fois sur nos clients corporate, à la fois sur nos résidents qui sont dans les locaux. Donc, c'est vraiment un des éléments clés et ça permet d'entretenir en fait de manière assez continue et dans un cercle assez vertueux votre réseau de clients. Il y a plein de moyens d'entretenir une bonne relation. Et encore une fois, je pense qu'un des éléments clés, c'est de savoir, en fonction de votre client, de qui il est, qu'est-ce qu'il attend, parce que tous les clients n'attendent pas la même chose de votre part. Il y en a qui vont être plus sensibles au déjeuner, d'autres plus sensibles à l'invitation à des événements un peu privés, d'autres l'invitation à des mises en relation dans votre écosystème, d'autres des newsletters. Enfin, il y a plein de moyens d'entretenir une relation. Et là, encore une fois, c'est en fonction de votre produit ou votre service que vous faites, d'identifier quels sont peut-être les 3 bons moyens pour entretenir une relation avec vos différents clients et de classer vos clients, ce qui permet vraiment de savoir comment pousser le contenu et le contenu ou l'invitation la plus pertinente pour que lui voit ça comme un cadeau. Et vous, ça vous coûte pas grand-chose et ça vous a pas pris trop de temps. L'idée, c'est pas de passer trop de temps à élever vos clients, mais de mettre des choses assez génériques en place qui permettent de le faire assez facilement. Je ne sais plus où j'avais trouvé la petite phrase en dessous. C'était dans un livre, je crois, qui s'appelle Vendeur d'élite que j'avais lu à un moment. Et ils avaient fait une étude assez large en fait de plein d'entreprises et qui disait que lorsqu'on signe un contrat à X euros, on dit qu'il y en a à peu près 8 autres derrière. Donc ça montre vraiment la capacité de scaler en fait son produit ou son service une fois qu'on a eu un client ou quelqu'un de satisfait. Je crois que voilà. Voilà, un des éléments clés. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je regarde juste dans le… Alors, du coup, je reprends les questions. Alors, la question, donc Florian, la question de la vente aux acteurs publics sera-t-elle abordée? Sur les acteurs publics, c'est une approche un peu différente avec notamment, il y a des plateformes de référencement qui sont utilisées en fait pour les acteurs publics et en fait, il faut se créer des accès pour avoir la possibilité en fait d'être notifié. Je suis pas un expert sur le secteur public. En revanche, si tu peux m'envoyer un message, on a une des sales de Schoolab qui est focus sur les acteurs publics. Donc, elle va connaître toutes les plateformes et toutes les bonnes pratiques pour être au courant et faciliter les ventes.
Sur Caroline, sur Phantom Buster, comment on apprend à l'utiliser? Je crois que si Joséphine est là, vous avez il y aura Ouais, un des workshops que vous allez avoir spécifiquement sur l'acquisition LinkedIn et l'utilisation de ces outils-là. c'est ça. Sur le réseau des apporteurs d'affaires, donc il y a plein de réseaux. Il y a notamment des réseaux en fonction. Il y a le CJD, le Club des jeunes dirigeants, qui est un réseau qui marche très bien. Il y a le BNI Business Network International qui marche très bien aussi, qui sont des groupes en fait d'entrepreneurs qui permettent de travailler un peu avec ce réseau d'apporteurs d'affaires. Et comme je le disais, c'est plutôt au fil de l'eau que vous allez commencer à le structurer et des gens vont venir vous voir. Et ce qui est important, c'est de ne pas accepter tout le monde et d'accepter vraiment des gens qui sont en lien, avec votre produit, avec votre service et qui l'incarnent vraiment. Sur l'email de relance LinkedIn, il y a un super outil qui s'appelle Lusha, Lusha, et qui est un plugin en fait que vous mettez sur Google Chrome et qui vous permet de faire, dans 90% des cas, de trouver les adresses mail sur les profils LinkedIn. Ah oui, bah voilà, j'avais pas vu. OK. Et qu'est-ce que tu nous conseilles? La signature d'un devis suffit? Ouais, la signature d'un devis aujourd'hui, c'est une preuve contractuelle et juridique qui permet d'enclencher, de vous garantir en fait que la mission est bien lancée et que la vente est bien effectuée. Et donc, si elle ne veut pas vous payer, vous pouvez avoir des recours pour faire valoir votre droit. Sachant qu'à situation exceptionnelle, chose exceptionnelle, hier, je discutais avec des agences d'événementiel, par exemple. Aujourd'hui, il y avait eu des bons de commande qui avaient été signés pour des agences, pour des gros événements. Et avec la crise sanitaire, c'est des choses qui n'ont pas eu l'occasion d'être faites. Et du coup, et nous, ça nous est déjà arrivé. La meilleure technique, c'est pas de se fâcher avec la personne, mais c'est plutôt de privilégier, le dialogue et de comprendre et de pas vous mettre dans un désaccord et comment dire, de dire que même si la mission ou le produit va pas être vendu ou ils vont pas pouvoir vous payer, de comprendre pourquoi et de trouver une simulation d'un commun accord. C'est hyper important. Parce que si vous les mettez en porte-à-faux après, lui va être dans une position un peu plus délicate. Et donc ça, c'est toujours un jeu, c'est un peu votre intelligence émotionnelle et vous, votre empathie que vous allez être capable de mettre en place pour trouver une solution commune. Mais c'est pas tout de suite d'envoyer un huissier pour faire payer la facture, mais plutôt de trouver d'un commun accord une situation convenable à la fois pour les deux. Et du coup, peut-être qu'est-ce qu'on conseille à mettre à la place concrètement à la suite de la formation? On le fait à la fin si ça vous va. Alors, hop, focus sur le rendez-vous client. Oui, comme je le disais au début, c'est vraiment un des éléments clés que nous, on a observé sur sur la vente, c'est qu'on arrive trop souvent peu préparé. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire moi, j'arrive pas à préparer. Bon, après, c'est ce que les gens disent, mais c'est moi, je connais mon produit ou mon service, je suis hyper à l'aise, pas besoin de préparer mon rendez-vous. Ça, c'est sûr, sur votre produit ou votre service, vous êtes les meilleurs. Et il n'y a personne qui pourra vous le dire. En revanche, sur le secteur, vous n'êtes pas forcément les meilleurs. Sur la connaissance de votre client, vous n'êtes pas les meilleurs. Sur la connaissance de l'entreprise, vous n'êtes pas les meilleurs. Il y a plein de trucs que vous pouvez travailler et que vous pouvez vraiment vous positionner comme quelqu'un qui a bossé le rendez-vous, qui a un produit qui est intéressant, qui est humble. Et là, en fait, la personne, elle a totalement envie de vous faire confiance et de travailler avec vous. Donc, c'est hyper important. Alors que si vous arrivez en mode je connais tout sur tout, bah, c'est un peu moins pertinent. Sur la préparation du rendez-vous, un peu 4 éléments qui sont clés et sur lesquels vous pouvez travailler et qui vont permettre de passer un rendez-vous de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa pour vous et pour la personne. D'identifier le profil de votre interlocuteur. C'est pas grave d'aller voir sur LinkedIn son profil. Donc, comme je le disais, ses passions, ses centres d'intérêt. Est-ce qu'il a écrit des ouvrages? Est-ce qu'il a écrit des articles? Quels sont les articles qu'il like? Quelle école il a fait? Quelles sont les entreprises où il était avant? De vraiment bien comprendre qui il est, son intérêt, pourquoi il vous reçoit, et un peu la corde sensible sur quoi vous allez pouvoir vraiment le catch et du coup avoir une vente beaucoup plus fluide.
Quand je dis d'identifier le profil psychologique de votre interlocuteur, c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on sous-estime beaucoup trop. Si vous regardez, j'ai plus le nom exact, mais c'est un peu les profils psychologiques des personnes. Il y a un certain cercle où vous avez des gens qui sont plutôt rouges, donc c'est plutôt des dominants, des gens qui sont verts, qui sont plutôt des verts, c'est plutôt des gens qui suivent. Des bleus, ce sont plutôt des gens qui sont dans le contrôle et dans la rigueur. C'est très grosso modo, mais vous pouvez tout trouver sur Internet. Et des gens qui sont jaunes, qui sont plutôt des influenceurs. Et alors, en fond, avec ce que vous allez trouver sur la personne, vous n'allez pas pouvoir trouver vous n'allez pas pouvoir trouver à 100% quel est le profil psychologique de votre interlocuteur. C'est évident. En revanche, quelqu'un qui est plutôt un rouge ou quelqu'un qui est plutôt un jaune, vous allez voir la différence. Et ça, c'est des éléments clés parce que la posture que vous allez adopter pendant le rendez-vous, elle va être totalement différente. Si la personne est un rouge et que vous êtes un rouge, par définition, vous allez arriver en frontal dans le rendez-vous, vous allez vous mettre face à face, et c'est des super profils, ça ne change rien. En revanche, vous êtes deux profils plutôt dominants, et du coup, vous allez être pendant le rendez-vous dans la confrontation. Alors que pour quelqu'un qui a un rouge, il faut plutôt se mettre dans une posture de vert ou d'être dans une posture où je vais te donner du contenu pour que toi, tu y arrives après. Je vais te donner mon produit ou mon service, ça va te permettre de faire des nouvelles choses. C'est ça qui va être important de savoir. Alors que quelqu'un de jaune, par exemple, c'est peut-être pas quelqu'un qui va être décisionnaire. En revanche, c'est une personne là, si elle est convaincue par votre produit ou votre service, demain, elle va vraiment permettre de diffuser dans l'entreprise, diffuser dans son réseau. Donc, elle, c'est plutôt lui apporter du contenu. Donc, voilà, vraiment bien identifier quel est le profil. Ça va vraiment vous permettre de pas vous saboter un peu le travail par le fait d'être en confrontation lors du rendez-vous. Un des éléments aussi que j'ai appris, c'est qu'au maximum, dans un rendez-vous, évitez de vous mettre face à face avec votre interlocuteur, comme je le fais là. Parce que c'est plutôt une posture de pas tellement d'ouverture, mais plutôt de confrontation. Alors que si vous arrivez même à vous décaler un tout petit peu, vous vous mettez dans une posture plutôt d'accompagnant, quelqu'un qui peut prendre appui sur vous. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, vous pouvez toujours, quitte à tourner un petit peu les épaules ou à vous mettre une chaise, mais le moins, à minima, de ne pas vous mettre en face de la personne. Pareil, si vous allez dans un rendez-vous à plusieurs, une des choses qui est assez chouette, si vous êtes par exemple 3 et 3, c'est de ne pas vous mettre trop en face de 3. Parce qu'il y a vraiment ce jeu de confrontation. Même si elle est pas volontaire, si vous arrivez à vous mélanger, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus fluide. En revanche, si vous sentez que ce n'est pas le moment de le faire, ne le faites pas. Mais au maximum, de le faire. Pareil, c'est un peu le truc, c'est que quand on se rapproche de la personne, on est capable en fait d'être dans sa zone de confort et du coup, on crée quelque chose de commun avec la personne. Ce qui est assez étonnant, c'est au Japon, par exemple, en fonction de où votre interlocuteur vous ramène, vous savez si plus ou moins vous avez réussi le rendez-vous. Par exemple, si vous ramène à son bureau, ça ne s'est pas très bien passé. S'il vous ramène au niveau de l'ascenseur, c'est plutôt bien passé. S'il vous ramène en bas, c'est quand même hyper positif. Et en France, c'est un peu la même chose, vous verrez. En fonction de comment la personne se comporte avec vous après le rendez-vous, c'est des éléments qui sont assez clés. Si vous êtes plutôt du genre à tutoyer, par exemple aussi, n'hésitez pas à proposer le tutoiement. C'est beaucoup plus fluide et il y a des gens qui savent plus ou moins bien tutoyer. Et là, c'est toujours pareil. C'est à vous de prendre en compte un peu comment vous le sentez. On l'avait dit tout à l'heure, mais comprendre pourquoi il prend du temps avec vous, c'est hyper important. Et n'hésitez pas à lui poser la question aussi, parce que ça vous permet en fait d'adapter et d'affiner votre stratégie au fur et à mesure. Si vous dites, votre produit là, c'est hyper clé, parce que moi, je suis chez les RH, par exemple, une boîte qui fait du onboarding, par exemple. Moi, je suis chez les RH, la crise sanitaire, ça m'a mis en branle tous mes process. Voilà, vous avez un élément, vous savez que les process de onboarding, c'est compliqué avec le truc. Si vous avez une solution plutôt digitale sur ce process-là, vous avez une carte à jouer avec des gens qui ont les mêmes profils que lui dans d'autres entreprises. Donc, comprendre finement ou comprendre si vous lui apportez du contenu pour briller dans l'entreprise. Mais encore une fois, c'est pas grave. S'il a besoin de vous pour briller, il a quand même besoin de vous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Et dresser
un état des lieux de l'entreprise sur votre sujet. Donc, posez beaucoup de questions. Comment ils faisaient jusqu'à présent? Comment ils ont envie de faire demain? Est-ce qu'ils ont rencontré d'autres acteurs? D'être hyper curieux. Je pense que c'est vraiment un des éléments clés, c'est la curiosité, à la fois pour vous comprendre plus finement, parce que vous, chaque rendez-vous est un moyen de comprendre plus finement votre marché, et à la fois ça dépend ce que vous faites, mais naviguer aussi dans l'entreprise. C'est quand même un des éléments clés. Autre point clé sur la préparation du rendez-vous, le name dropping. C'est quelque chose qui marche très bien. Si vous voyez que vous avez des relations en commune, allez-y pleine balle. Alors, ne faites pas un rendez-vous en sortant 15 noms, mais en revanche, si vous en avez un ou deux avec des bonnes références et des éléments clés ou des fun facts, allez-y. C'est toujours plaisant. Et pareil, le mimétisme. Lui, ça va lui faire penser, ah bah oui, tiens, on a un point en commun, donc je peux y aller, je suis plus en confiance. Donc, bien préparer le rendez-vous, je pense que c'est un élément clé. Ça fait 50% du résultat. Alors oui, vous allez pouvoir vous planter un rendez-vous, et ça, on l'a tous fait, et c'est normal, mais bien comprendre que si vous le préparez, vous avez beaucoup moins de chances de le rater. Le rendez-vous, c'est quoi un petit peu les convictions qu'on a développées au fur et à mesure? Donc, on y est, ça y est, c'est le fruit de beaucoup de travail, hein. Donc, et là, vous allez vraiment être content de l'avoir préparé. Un des éléments clés, le premier, c'est briser la glace très rapidement entre lui et vous, ou entre lui, oui, entre lui et vous. Moi, au début, je me trouvais et j'ai beaucoup appris avec le directeur commercial de School Lab et qui s'appelle Paul Soquet, que j'aurai, je pense, l'occasion de rencontrer, de briser la glace très rapidement. On s'est tous retrouvés dans des situations où on est dans l'ascenseur avec la personne et on ne sait pas quoi lui dire. Et c'est des moments c'est des blancs qui sont extrêmement gênants au début et on ne sait jamais où se placer. Donc, si c'est le cas, vous êtes de nature à être un petit peu dans cette position-là, moi je l'étais, préparer des questions à l'avance. Mais les questions, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être combien il y a de personnes qui travaillent dans ces locaux. Ça peut être si c'est un vieux bâtiment, en quelle année a été créé le bâtiment. Ça peut être est-ce que voilà, de préparer des questions un peu qui sont clés. Comment ça se passe le confinement, mais briser la glace assez rapidement sur un sujet qui est autre que votre produit ou votre service, de manière un peu à rentrer en interaction avec la personne. Poser des questions pour bien comprendre le besoin. Donc, évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, donc creusez, soyez hyper curieux, n'ayez pas peur, aucune question est bête. Et s'il y a déjà répondu, il y a déjà répondu et vous avez besoin de remettre le couteau dessus et de le creuser, aucun problème. Prioriser les sujets pour éviter de se perdre et de n'aboutir à rien. Ça, c'est vraiment un des éléments clés. C'est que quand ça se passe bien, on parle, mais on parle de choses très conceptuelles, de vision commune. En revanche, vous avez un besoin de vente et du coup, vous n'aboutissez à rien. C'est un des éléments clés. C'est 10 minutes avant de la fin de dire, voilà, on parle, c'est super. En revanche, je pense que vous avez un rendez-vous derrière, peut-être. Ce que je vous propose, c'est qu'on identifie quels sont les points sur lesquels on aurait envie d'avancer collectivement. Hyper important. 5-10 minutes avant la fin, de clôturer pour avoir des choses concrètes sur lesquelles avancer et avoir le contenu pour être capable de faire un follow-up. Parce que le follow-up derrière, c'est quelque chose qui est hyper clé. Ça permet de vous aligner de façon commune sur des next steps. Donc ça, c'est des choses qui sont clés. Donc 5-10 minutes avant la fin, aboutissez sur le rendez-vous en disant, voilà, il nous reste peu de temps, sur quel point on avance collectivement. Ne pas monopoliser la parole et créer des interactions. Évidemment, ne déballez pas pendant 45 minutes, comme je suis en train de le faire, votre produit ou votre service, parce que vous n'allez pas créer d'interaction et il n'y a pas de lien qui va se créer avec la personne. Donc, le maximum vous avez d'interaction, le mieux c'est. Encore une fois, d'un rendez-vous à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes. Mais vraiment de poser des questions et d'aller titiller sa curiosité, parce que ça va vous permettre vraiment de mettre en lumière un petit peu votre produit et votre service. Ce qu'on disait, donc, utilisez toutes vos connaissances que vous avez appris pendant la préparation, donc réseau commun d'école, réseau associatif, entreprise commune précédente, voilà. D'utiliser tout ce qui peut vous faire, et c'est notamment des choses qui peuvent vous aider à briser la glace aussi au début. Donc, c'est des choses qui sont aussi intimement liées, ce qui reboucle au 4, 5, 6. Sixième point, qui sont les références communes, sont vos meilleures armes. Parce que c'est encore une fois, c'est le mimétisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui plaît et ça nous rassure énormément. Vous aussi, si quelqu'un va vous parler et vous avez des références communes, vous êtes beaucoup plus à l'aise et ça va être beaucoup plus fluide de votre côté. Et dernier point,
noter toutes les informations. Il faut écrire. Si vous écrivez pas, c'est très étrange. Et la personne en face de vous trouvera ça très étrange si vous n'écrivez rien. Et vraiment, écrivez toutes les informations qui vous communiquent. Elles servent à quelque chose et elles vont vous servir. Et ce qui recoupe ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, ne soyez, je pense, jamais négatif parce que c'est vraiment quelque chose qui est déplaisant. Ayez le sourire même si vous avez passé une bonne journée. Vraiment, soyez positif. Parlez avec le sourire. Montrez que vous êtes content d'être là. C'est quand même un des éléments clés pour susciter l'envie de travailler avec vous. Il faut que la personne est au-delà de votre produit ou de votre service. Elle a envie de bosser avec vous. Elle se dit, bah tiens, cette personne-là, j'ai envie d'y aller. Et donc, d'être un caméléon, je pense que c'est une des meilleures armes du sales. Typiquement, je reviens dessus, mais si une personne, c'est plutôt un profil vert qu'on appelle un peu les gens qui suivent, qui n'ont pas forcément de leadership naturel, n'hésitez pas à prendre le leadership de la réunion. C'est pas gênant. Et vous allez rassurer la personne en ayant ce côté-là, à la différence d'un rouge. Un rendez-vous est réussi. Il n'y a jamais de rendez-vous pas réussi. Alors, ils ne sont pas réussis tous de la même façon, parce qu'on penserait qu'un rendez-vous réussi quand on est sales, c'est qu'on lui fait une proposition commerciale ou qu'on lui vend quelque chose. Oui, c'est sûr, et on le fait tous pour ça. En revanche, si vous avez compris son besoin mais que votre solution n'est pas adaptée, c'est pas grave, parce que soit vous connaissez quelqu'un qui a une solution adaptée, soit vous allez pouvoir lui poster du contenu et c'est pas gênant et vous n'allez pas planter la relation. En revanche, lui, il va pouvoir parler de votre produit ou de votre service en interne ou dans son cercle, mais vous avez créé un feeling. Vous avez fait un mail de follow-up avec un résumé des échanges, très clair. Pas besoin de faire un pavé, 3 bullet points, 3 éléments clés, 3 next steps, très clair. Un mail de remerciement, ça fait toujours plaisir. Et lui, ça ancre le rendez-vous. Et enfin, s'il est convaincu par votre solution, il va devenir votre meilleur ambassadeur. Et ça, je pense que c'est vraiment un des éléments clés. Et ce qui revient à ce qu'on disait au début, c'est que ça peut être potentiellement demain, il peut vous apporter des affaires. Ça peut être dans votre réseau d'apporteurs d'affaires. Bien identifier comment on le fait. Et enfin, comme ça on pourra, j'ai pris un peu de temps, excusez-moi, le rôle de l'account manager, assez vite. En rendez-vous, on a plutôt un rôle d'account manager plutôt que de shark, plutôt que de requin de vente, qu'on a plus pendant l'acquisition et la prospection. D'être un interlocuteur privilégié, il a totalement confiance en vous, un partenaire de confiance, humble et modeste. Ça, c'est un des éléments que j'ai appris qui était le plus clé, d'utiliser le « je pense », parce que ça vous positionne vraiment comme quelqu'un qui n'est pas ancré, fermé dans des certitudes, et quelqu'un qui est capable d'accepter le retour. Alors que si vous dites je sais, non, je pense que c'est comme ça, vous allez tout de suite être dans une autre position. Un référent sur votre secteur d'activité ou en lien avec votre projet, votre entreprise, parce que vous, ça va le positionner dès qu'il a une question, il va venir vous parler. Irréprochable dans la communication, évidemment pas de faute d'orthographe, évidemment les bons outils, envoyer les bons mails, les bonnes propositions, pas vous tromper dans les noms, enfin, des choses clés, et ne pas avoir peur de poser des questions, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est des choses, la curiosité, je pense que c'est une des plus belles armes, et comme le disait Navi Rajoux, c'est que la connaissance au XXe siècle, le pouvoir au XXe siècle, c'est la connaissance, le pouvoir au XXIe siècle, c'est la collaboration. Donc, vraiment, et soyez dans cette posture où vous voulez collaborer avec la personne. Et pour finir, différents types de clients que vous trouverez au fur et à mesure, c'est vous avez des gens qui vont être plutôt des champions ou des influenceurs, qui ont des gens qui vont pas vous acheter forcément le réseau, votre produit ou votre service. En revanche, ils vont en parler et il va vous permettre de le faire. Le décideur, quelqu'un qui a le chéquier, et ça, c'est plutôt des rouges. On en a souvent des rouges sur les décideurs. Et donc, ça, c'est plutôt quelqu'un qui va acheter votre produit ou votre service. Et enfin, on se disait l'apporteur d'affaires. C'est plutôt un profil type champion, mais qui va jouer avec ce réseau d'apporteurs d'affaires et du coup, être un relais de croissance pour vous. Voilà.